Depuis toujours, tous les adolescents sont considérés comme difficiles. C'est une question de peur. Quand les enfants vont mal, les parents vivent une situation extrême. Et les lieux pour ados en difficulté offrent une solution extrême. On y est. Des parents désespérés, sentant leur enfant happé par la drogue, déboursent jusqu'à 4 000 $ pour cette cure privée. Vous pensez votre enfant en danger de mort et on vous dit « voilà comment le sauver ». Est-ce que vous répondez « non merci » On pensait lui fournir une aide thérapeutique et elle a subi des violences psychologiques. C'est difficile à accepter. Je vous le redis, c'est le défi de votre vie. Les sévices sont le traitement. Oui, chef, non, chef, c'est compris? On trouve là-bas des sociopathes qui aiment torturer les gens. Il y a un gosse de 15 ans en train de se faire tabasser et maltraiter dans un de ces centres. Un meurtre présumé dans le comté de Garfield relance le débat sur la réforme des thérapies pour ados en difficulté dans l'Utah. On le sait depuis des décennies. Des enfants sont morts et rien n'a vraiment changé. Franchement, c'est effrayant. Comment peut-on les laisser faire? C'est une industrie milliardaire. Une manne. Ce sont des camps de torture. Mais les politiciens protègent l'argent. Il faut promouvoir des organismes efficaces. Si ça arrive pendant votre mandat, alors vous êtes responsable. Il est temps de croire les enfants. Les violences verbales, psychologiques et physiques étaient quotidiennes. Paris a beaucoup fait pour ouvrir le dialogue au niveau national. Nous sommes déterminés à découvrir la vérité. Tout le monde veut savoir comment ça a pu arriver et comment y mettre fin. Pendant 20 ans, je n'ai pas réussi à dormir la nuit parce que je repensais à la violence physique, au sentiment de solitude et à la perte de certains camarades dès que je fermais les yeux. Ce n'était pas de l'insomnie, c'était un traumatisme. Comme vous le savez tous, j'ai moi aussi été enfermée dans une de ces écoles. Quand j'ai appris que Paris allait rendre ça public, je savais déjà qu'on était allés dans le même établissement. J'ai compris que ça allait créer une onde de choc. J'aimerais vous dire que ce que j'ai vécu est exceptionnel ou même inhabituel, mais ce n'est pas le cas. J'ai pu prendre la parole tout de suite après elle pour dire « Écoutez, je suis très différente, et pourtant, il m'est arrivé la même chose. On n'a rien inventé, c'est la réalité. » Ça fait bizarre d'être à nouveau en route à destination de Provo. J'ai un peu l'impression de retourner en enfer. J'avais 14 ans quand on m'a envoyé à la Provo Canyon School. Je voudrais partir avec vous. On est là. Mes parents m'ont fait un câlin et ils sont partis. Je savais que ça allait être un gros changement. Mais je n'étais pas en mesure d'imaginer à quel point. Si j'avais su que j'allais passer plus d'1 an de ma vie en enfer, je serais partie en courant. Ouais, je me serais enfuie dès le premier jour. Ici, il n'y a pas d'adultes. Pas de mère, rien du tout. J'ai grandi dans la banlieue nord de Los Angeles. J'étais pleine d'imagination, très créative et un peu loufoque. Non, attends que je sois partie. Quand j'avais 8 ou 9 ans, un de nos parents proches a eu un cancer et s'est installé chez nous.
Je n'ai pas supporté de le voir perdre peu à peu son combat contre le cancer. Je me suis effondrée. T'aimes le collège? Non. Non? Tu veux être chanteuse? Non? Mes résultats scolaires ont baissé. Tout m'indifférait. On m'a mis sous Prozac. Peu après ça, j'ai commencé à prendre un traitement pour un TDAH. Je devais dormir 3 heures par nuit. J'avais le sentiment d'être brisée. Petit à petit, je suffoquais. Et puis, juste avant mes 14 ans, j'ai essayé de me suicider. Mes parents étaient tous les deux professionnels de la santé mentale. Mais les médecins ne sont pas censés soigner leurs proches. C'était terrible pour eux. Ils craignaient pour ma vie. Alors quand on leur a conseillé de m'envoyer à la Provo Canyon School, ils ont fait confiance à leurs confrères. C'est un lieu thérapeutique, un lieu où on peut soigner. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on apprend aux enfants à structurer leur vie. On fait ça pour essayer de leur inculquer la discipline et l'obéissance aux règles. On a l'impression d'avoir retrouvé notre fille. Une poignée de gamins ressortira en disant « ça m'a sauvée ». Des centaines d'autres feront des cauchemars toute leur vie. L'industrie des ados en difficulté, c'est un terme fourre-tout pour toutes ces institutions basées sur l'idée qu'il faut obliger les enfants à suivre les règles à n'importe quel prix, parce que ce qu'ils font est dangereux et détruira leur vie. Ça inclut les thérapies en pleine nature, les camps d'entraînement, les pensionnats, les centres de désintoxication et aussi beaucoup d'établissements religieux. À eux tous, ces organismes accueillent environ 100 000 jeunes par an. Ils promettent tous la même chose. Si votre enfant se conduit mal, venez nous voir. Donnez-nous de l'argent et on le remettra sur le droit chemin. Les parents partent du principe qu'une école reste une école. Mais il y a certains établissements qui se présentent comme des internats et qui opèrent très différemment. Il y a au moins 1000 organismes recensés. Les plus grands sont gérés par des sociétés multimilliardaires, dans des États comme l'Utah. Mais il y a aussi beaucoup de structures familiales qui opèrent sous le radar. Dans certains États, ils ne font l'objet d'aucune réglementation et bien souvent n'ont même pas à signaler leur existence. Il n'y a donc pas de liste exhaustive. Ça leur permet de faire les choses comme ils l'entendent. C'est bizarre. La dernière fois, j'avais pas vu à l'intérieur. Mais ça n'a pas changé. Quand je vois ce bâtiment, j'ai l'impression de voir la maison de mon enfance. Je suis pas dedans, mais j'ai déjà envie de sortir. Le jour où je suis arrivée à la Provo Canyon School, ils m'ont fait entrer dans un KGB et m'ont dit de me déshabiller. Je me souviens du choc de la fouille au corps, le choc des portes verrouillées et de tous ces gens avec leurs talkie-walkie et leurs trousseaux de clés. On n'a pas le droit de rester seul, mais on n'a pas le droit non plus de parler aux autres, à moins d'y être expressément autorisé.
Il y a une fille qui a craqué. Elle s'est mise à hurler et à se débattre pour leur échapper. Ils l'ont clouée au sol. Quand elle s'est relevée, elle avait tout le visage écorché. J'ai compris que j'avais touché le fond. Je ne pouvais plus faire comme si tout allait bien. Un matin, j'étais sur le lit du haut et je me suis dit, que se passera-t-il si je ne me lève pas? Sors de ce lit. Un responsable est arrivé et m'a interpellé. Walker, debout. Et à l'instant où vous désobéissez, tout change. L'un d'eux m'a attrapé par les chevilles et l'autre par les bras. Je suis tombée par terre. Ils m'ont traîné dans le couloir jusqu'à la cellule dite d'observation et ils m'ont laissé là. On pouvait rester dans cette pièce 1 heure comme on pouvait y rester plusieurs jours. Ça dépendait du temps qu'on mettait à faire ce qu'ils voulaient. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris où j'étais. Juste en face de moi, vous voyez ces carrés qui ne sont pas sous le toit bleu? C'est là qu'était la cellule d'isolement. J'avais tellement besoin d'exercer une sorte de contrôle sur mon corps, de contrôler quelque chose, que j'ai commencé à me faire du mal. Il me disait d'arrêter, et après... Il m'entravait les bras et les jambes et me faisait une piqûre. On m'injectait de l'aldol 1 à 2 fois par jour. Le lendemain de ces injections, beaucoup de filles avaient la mâchoire bloquée. Elles bavaient et souffraient de spasmes musculaires. Mais ça, ils ne le montrent jamais aux parents. Ça fait partie de la culture populaire. Ces établissements font l'objet de publicités à la radio et à la télé. Ils sont surtout très présents sur Internet. Certains sont peut-être sérieux, mais c'est invérifiable. En gros, vous déléguez l'autorité parentale. L'établissement peut administrer un traitement à votre enfant, mais ado en difficulté n'est pas un diagnostic. Il n'existe aucune source d'information officielle sur ce qu'il se passe vraiment dans certaines de ces structures. Il faut savoir que lorsqu'un parent confie la garde et l'encadrement de son enfant à quelqu'un qu'il ne connaît pas, il doit connaître toute la vérité, et rien que la vérité. Parce qu'il met peut-être son enfant dans une situation extrêmement dangereuse. Beaucoup d'employés de ces soi-disant centres de soins ne sont ni des thérapeutes ni des médecins diplômés. Ce sont simplement des habitants de la région ou des proches du propriétaire de la structure. La question est de savoir ce qu'on doit faire de ces enfants.
Beaucoup d'entre eux ont de gros problèmes. Ils ont besoin de consulter un véritable clinicien, un psychiatre, un psychologue ou un thérapeute. Mais les enfants sortent souvent de là en disant « ça m'a fait plus de mal que de bien ». Ce gamin qu'on envoie dans un établissement pour ados en difficulté est malade, au même titre qu'un enfant cancéreux ou cardiaque. Et pourtant, que font-ils s'ils n'arrivent pas à guérir? Ils le punissent. J'étais totalement isolée des autres. Il y avait une petite lucarne en haut. Je me demande combien de centaines de filles comme moi sont restées couchées par terre à fixer cette lucarne en rêvant de pouvoir s'envoler. L'idée s'est ancrée dans mon esprit. Je vais sortir d'ici. Ça, c'est le quartier historique de Provo. C'est seulement la deuxième fois que je viens. J'avais vu des gens essayer de s'enfuir et ils avaient tous été repris. Je me disais que si j'arrivais à rejoindre Salt Lake City, je pourrais disparaître dans la foule et demander de l'aide à quelqu'un. Disons que il fallait que j'essaie. À 16 ans, j'ai élaboré un plan. J'ai attendu qu'on m'autorise à sortir pour aller voir mes parents. Je suis allée jusqu'à retirer les semelles intérieures de mes chaussures pour les remplacer par des sous-vêtements de rechange. Je me souviens qu'au moment où j'allais partir, ils m'ont fait retirer mes chaussures et les ont secouées. Je retenais mon souffle en m'attendant à voir une pluie de sous-vêtements. Mais ils ne sont pas tombés. Derek est demandé sur la ligne 1. Il y avait une part de moi qui se réjouissait de voir mes parents, mais ma décision était prise. Je ne croyais pas qu'ils m'écouteraient si je leur expliquais ce qui se passait là-bas et pourquoi j'avais besoin de partir. Et puis, à mes yeux, ils faisaient partie du problème. Ils m'avaient envoyé là-bas. On était dans un des magasins du centre commercial. Dès qu'ils m'ont perdu de vue, j'ai filé. J'ai couru dans la rue et j'ai commencé à faire de grands signes aux automobilistes. Très vite, un type s'est arrêté. Je lui ai demandé de me conduire à Salt Lake City et il m'a dit de monter. Vous suivez le premier venu pour vous en sortir. Je ne me suis pas demandé quelles étaient ses intentions ni ce qu'il cherchait à obtenir. Je ne pensais pas au danger. Je pensais à mon évasion. Et ça a été une grosse erreur. Il a dit qu'il devait s'arrêter un instant et il s'est garé sous un pont. J'avais peur. Je me disais, je devrais m'enfuir. Mais j'ai regardé autour de moi et il n'y avait personne pour me protéger. Je l'ai supplié de me laisser sortir. Je ne pouvais rien faire d'autre. Et puis, il a déboutonné sa braguette. Excusez-moi.
Quand il a déverrouillé la portière, je suis partie. Je pense qu'il a dû s'écouler pas plus de 3 minutes avant que la camionnette ne me retrouve dans une de ces rues et ne me ramène là-bas. À mon retour à la Provo Canyon School, ils m'ont mise directement en observation. Ma thérapeute est arrivée. Et j'ai commencé à lui raconter ce qui s'était passé. J'ai dit que j'avais été agressée et je pouvais décrire la voiture et je savais comment il s'appelait. Je me souviens que je me disais, faites quelque chose. Appelez la police. Mais personne n'a rien fait. Ma thérapeute m'a interrompue pour me demander si je m'étais débattue. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas en entendre plus, que j'avais simplement échangé une faveur contre un trajet en voiture. Elle a fait entrer mes parents dans la pièce et elle a dit « Je leur ai déjà tout raconté ». Ils ont commencé à me dire que j'avais très mal agi et que ce que j'avais fait était froid, calculé et cruel. Je m'en voudrais toujours d'avoir blessé mes parents. Mais il le fallait et je regrette pas d'avoir essayé. Je les ai suppliés de m'envoyer n'importe où ailleurs qu'ici. Mes parents m'ont laissé là et ils sont partis. À ce stade, j'étais convaincue qu'ils m'avaient abandonnée. Ma thérapeute ne venait même plus me voir. Elle disait que ça ne servait à rien. J'ai décidé d'arrêter de me battre. Je voulais juste rentrer chez moi et avoir une chance de recommencer. Alors j'ai fait exactement ce qu'il me disait de faire. Et à 17 ans, je suis rentrée. Si on met mes séjours bout à bout, j'ai passé 3 ans de mon enfance en captivité. Je fais partie des enfants de la Provo Canyon School qui ont vécu l'horreur. Ça doit s'arrêter. L'industrie multimilliardaire des ados en difficulté a trompé les parents, les administrations scolaires, les services de protection de l'enfance et la justice des mineurs pendant des décennies. Ce que tous ces établissements ont en commun, c'est qu'ils gagnent plus d'argent en cas d'échec. Plus ils retiennent les enfants longtemps, et plus c'est rentable. Ces endroits coûtent entre 30 et 60 000 $ par an. Il y a donc un énorme enjeu financier. Rien qu'en Utah, l'industrie des ados en difficulté génère plus de 300 millions de dollars par an. Il y a plus de 6 000 emplois directement liés à ce secteur. C'est devenu une vaste branche de l'industrie de la santé. La Provo Canyon School appartient à UHS, une entreprise Fortune 500 au chiffre d'affaires annuel de 11 milliards de dollars. Si l'éducation à la dure attire autant les grandes sociétés, c'est parce que si l'industrie de la santé est généralement soumise à une réglementation très stricte, c'est un des rares secteurs peu réglementés. On peut embaucher moins d'employés, des employés non qualifiés, souvent sans vérifier leurs antécédents, des employés qui ont peut-être un casier. Depuis que ces établissements existent, c'est arrivé à maintes et maintes reprises.
En y regardant de plus près, leur fonctionnement a plus à voir avec la servante écarlate qu'avec un internat ordinaire. Et ce n'est pas normal. Ça, c'est l'extension. Avec une plus jolie enseigne et une pelouse plus grande. Ça rend mieux sur les brochures. Ils peuvent prendre plus d'enfants et des enfants plus jeunes. Désormais, l'âge minimum est de 8 ans. Et ça me brise le cœur. C'est plus grand qu'avant. Il y a plus d'argent qu'avant. Et j'ai l'impression que c'est pire qu'avant. Il faut faire quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que ça me rappelle... Pourquoi je peux pas me taire? Des endroits comme celui-là, il y en a des centaines. Ils maîtrisent les règles du jeu. On peut tout étouffer quand on a les bonnes relations et de l'influence. Ce qui est leur cas. La figure de l'ado rebelle s'est imposée dans la culture américaine quand James Dean a joué dans La Fureur de vivre. Aujourd'hui, il y a la télévision. Les ados en difficulté occupent une place importante dans les talk-shows de l'après-midi. Des sortes de combats de gladiateurs. Babysitter ou camp d'entraînement? Camp d'entraînement! Votre enfant est insolent? Envoyez-le dans un camp pour sale gosse. On dénigre leur comportement. On les somme d'expliquer leurs actes. Tout ça sur des chaînes publiques pour augmenter l'audimat. Pour ma part, et vous vous dites sûrement la même chose chez vous, je suis choqué. Le principe, c'est une génération qui punit la génération suivante pour s'enrichir. Allez, pousse-toi! Pauvre c... Bien, on va discuter. Dégage! Hors de question! Cette idée que les adolescents sont insupportables ne cesse de se renforcer chez les parents. C'est vraiment ce qu'il se fait de mieux. C'est un excellent établissement. Non! Écoute, Maddie. Je veux pas! Le Dr Phil se charge de transmettre ce message à des générations de parents. Votre enfant est sur la mauvaise pente? Ok, vous avez fait des erreurs. Mais c'est surtout sa faute. C'est comme ça que l'éducation à la dure est secrètement devenue incontournable aux États-Unis. Viens, on va s'expliquer dehors. Les caméras suivront. Assieds-toi. 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 Allez, viens! Viens me chercher! Je n'avais pas compris que ce serait une émission télé. J'avais 13 ans. Mais que vous ayez 17, 13 ou 15, que vous soyez un garçon ou une fille, personne ne devrait se retrouver dans ce genre de situation. Tu as fait ton CM2? Non, vraiment. Où t'es-tu arrêté? Danielle Bregoli, c'est la rappeuse Bad Baby. Son passage dans l'émission du Dr Phil l'a rendue célèbre. Ils font venir des adolescents et ils les humilient. Tu as bien dit... Les pétasses rigolent? Oui. Je le regarde en mode... C'est pas une thérapie, ça. Vous êtes tous là à vous moquer de moi. Je peux même pas donner ma version des faits. Une dame de la production m'a dit... Vas-y, tu peux crier et taper. J'étais coincée. Il me restait plus qu'à jouer le jeu. Alors c'est ce que j'ai fait. On se capte dehors, wesh! On se capte dehors? Je n'ai pas compris. Tu parles quelle langue? Tu as un accent ou quoi? On les humilie. On leur dit qu'ils sont horribles. Ça fait de la super télé, mais ce n'est pas thérapeutique. Est-ce qu'on t'a fait du mal? Non. Danielle semble vraiment insupportable. Elle est arrogante et insolente, mais c'est parfois une manière pour les enfants de montrer qu'ils souffrent.
Je fais ça parce que les gens doivent savoir la vérité. Il n'y a pas de fumée sans feu. Rien n'arrive sans raison. J'avais pas un mauvais fond. J'exprimais quelque chose. Je voulais échapper à ma mère. Voilà tout. S'il avait commencé à me parler seul à seul, au lieu de parler à ma mère, s'il avait vraiment voulu m'aider, j'aurais réagi différemment. Cette image de sale gosse mal élevé, je la dois au Dr. Phil. Je savais que toute ma vie, je resterais la petite teigneuse. Tu veux pas aller au ranch? J'aimerais mieux rentrer chez moi et retourner à l'école. Tu te laisseras emmener? Tout de suite après l'émission? Je crois. Il y a des baffes qui se perdent, maman! Je savais que je ne pouvais absolument rien y faire et ça me terrifiait. J'étais terrifiée. Je savais même pas où j'allais. C'est quoi ce truc? Le Turnabout Ranch, ou ranch du redressement, est situé dans l'Utah et se présente comme un ranch en activité. Les enfants doivent travailler très dur. Par exemple, à pelleter le fumier. Ils sont soumis à l'isolement et à la privation de sommeil et de nourriture. L'idée, c'est que si vous survivez à tout ça, on pourra vous remodeler et vous corriger. Les sévices sont le traitement. Je suis restée au Turnabout de 2016 à 2017. On sortait à l'aube et on ne rentrait que tard le soir. On travaillait dans l'enclos pendant des heures et des heures. Je sentais mon corps me lâcher. Je me disais que j'allais mourir là. J'ai dit au type, « Je peux rentrer chez moi? Je devrais pas être ici. Je peux appeler ma mère? » Non, mais tu peux lui écrire une lettre. Un matin, je préparais le petit déjeuner en présence d'une employée. On a commencé à entendre des cris dans son talkie. Un des gamins avait essayé de voler une voiture. Ça hurlait dans tous les sens. C'était la panique. Ça faisait peur. Il a fini par tuer un éducateur. Le lendemain, on nous a dit « Vous savez tous qu'il y a eu du grabuge hier. Jimmy est mort. » C'était très factuel. Tout le monde pleurait. On avait peur. Ils nous ont dit « N'en parlez pas, pensez à notre réputation. » Vous croyez vraiment qu'on va pas en parler? Je me suis mise à pleurer. Un meurtre présumé dans le comté de Garfield relance le débat sur la réforme des thérapies pour ados en difficulté dans l'Utah. Le drame a eu lieu ici, au Turnabout Ranch. Le suspect, âgé de 17 ans, a entraîné la police dans une course-poursuite. Le 6 décembre au matin, Jim Woolsey, un éducateur du Turnabout Ranch, a été battu à mort. Son agresseur, Clay Brewer, est un adolescent de 17 ans. Brewer a frappé Woolsey à l'arrière de la tête avec une barre en métal. Alicia Keller, une autre éducatrice, a essayé d'intervenir. Mais elle a également été frappée à la tête. Elle n'a rien pu faire pour aider Jimmy. Brewer pourrait être mis en examen pour meurtre aggravé, vol avec violence et conduite dangereuse. Sa caution a été fixée à $1 million. C'est une agression préméditée et brutale. Lorsque les policiers se sont approchés de la voiture, Brewer a pointé la main vers eux comme s'il était armé. D'après le rapport, le jeune homme affirme avoir fait ça dans l'espoir qu'il tire et le tue. La lecture de ce rapport est très perturbante. Brewer a déclaré qu'il se sentait éteint ce matin-là et qu'il avait tenté de se tuer juste avant. Danielle Bregoli a été envoyée au Turnabout Ranch où elle a été le témoin indirect d'un meurtre.
L'endroit aurait dû être fermé par les autorités immédiatement, vu ce qu'il venait de s'y passer. La sécurité des employés et des élèves n'était manifestement pas assurée. Avant de devenir un tueur, Clay souffrait tellement des intox qu'il a bu de la javel pour essayer de se suicider. Il avait besoin de soins médicaux qu'on ne lui a pas fournis et il a disjoncté. Quand un jeune se tue ou blesse quelqu'un dans ce genre d'endroit, c'est généralement parce qu'il n'a pas été correctement diagnostiqué et qu'on a conseillé aux parents de ne pas dire que leur enfant a été suicidaire. Ils ne sont pas censés accepter ces enfants parce que c'est dangereux. Le problème, quand on substitue l'éducation à la dure à de vrais soins médicaux et psychologiques, c'est que ça exacerbe les pathologies préexistantes. Quand on fait vivre l'enfer à des enfants, qu'on les oblige à se mettre en mode survie, certains d'entre eux sont prêts à tout pour s'échapper. Parfois, je me mettais à pleurer, sans savoir pourquoi. Je disais, je vais me tuer. J'ai été jugée suicidaire. Je devais dormir par terre. On ne sort pas de cet endroit bien élevé. On en sort traumatisé. C'est quoi le Turnabout Ranch? Une structure. Tu as déjà de l'argent, tu as la gloire, tu as le pouvoir et les fans. Alors pourquoi tu fais ça aux gens? Ce n'est pas ce que vous croyez. Si vous voulez aider votre enfant, trouvez un meilleur moyen de le faire. Tu peux au moins le remercier. Il a réussi. Ils ont beau vous manipuler, c'est à vous de faire votre choix en tant que parent et en tant qu'être humain doué de sentiments. Votre gosse va s'enfoncer. À son retour, il souffrira de dépression et d'anxiété. Et moi, je vais vivre avec ça toute ma vie. Si elle a vécu une mauvaise expérience, bien sûr, c'est regrettable. Nous en serions désolés, mais nous n'avons rien à voir avec ce qu'il arrive à nos invités une fois qu'ils ont quitté le plateau. Ce qui leur arrive quand ils sont là-bas, c'est entre eux et la structure. Daniel, par ici. Daniel, s'il vous plaît. Daniel est la voix des enfants difficiles. Mais que ce soit elle, Paris ou moi, ça ne change rien. Quelle que soit notre façon de parler et notre style de vie, nous sommes tous des enfants exploités par un système corrompu. Il y a quelques années, j'ai eu envie d'essayer de comprendre comment cet endroit était né et comment il était devenu ce qu'il est aujourd'hui. J'ai commencé à me renseigner sur la Provo Canyon School et j'ai découvert que ces établissements existent depuis des décennies et qu'ils s'inspirent d'une secte fascinante et effroyable. Ça m'a abasourdi. Tout au long des années 60, de nombreux centres de soins ont vu le jour. Le plus connu d'entre eux est sûrement Synanon, une organisation privée fondée et gérée par d'anciens toxicomanes. Synanon a été créé à Santa Monica, en Californie. À l'époque, on pensait que ça allait révolutionner le traitement de l'addiction. Le fondateur de Synanon, Chuck Diderick, a appliqué un principe radical. On va forcer les toxicomanes à affronter leurs problèmes. On va les forcer à voir qui ils sont. Et pour ça, on utilisera ce que certains appellent
la thérapie par l'agression. On essaie de te faire ressentir une émotion. J'y arrive pas! Tu le fais là, pourquoi t'arrêtes? C'est censé être une confrontation intense dont l'objectif est de les épuiser, d'affaiblir leur résistance et d'exacerber leurs émotions. On peut alors avoir une emprise totale sur la personne. Les soignants ont vu là une manière de soigner les adolescents. Synanon était le premier prestataire public de cure de désintox pour adultes et adolescents aux États-Unis. Peu à peu, les séjours chez Synanon se sont mis à durer plus longtemps. Et puis, ils sont devenus permanents. Non, aucun! Parce que ça ne fonctionne pas vraiment en dehors de cet environnement extrême. Vous êtes content? Le traitement proposé par Synanon est terrifiant. Il est humiliant, dangereux et traumatisant. Ta façon d'agir montre bien que tu es un psychopathe. C'est comme ça qu'on crée une secte. Les hommes politiques considéraient Synanon comme une réussite. Les tribunaux ont commencé à envoyer les gens là-bas plutôt qu'en prison. C'était désormais l'État qui réglait la note. Synanon était financé par les contribuables. La polémique autour de Diderik et Synanon enfle depuis des années. Il oblige femmes et hommes à se raser la tête. Les membres qui sont en couple doivent changer de partenaire. Il y avait dans ces photos une radicalité qui m'était familière. À mon arrivée à la Provo Canyon School, j'avais une coupe un peu punk. Alors, ils m'ont rasé la tête. Quand les employés m'appelaient par le haut-parleur, ils utilisaient un surnom qu'ils avaient choisi parce que mon dossier précisait que je venais d'une famille juive. Ils m'appelaient Auschwitz. Je n'en avais pas encore conscience, mais la création de la Provo Canyon coïncide avec les débuts de Synanon et de toutes ses structures. Les techniques comportementales qu'on utilise aujourd'hui datent de cette époque. Au moment de la création de Synanon, beaucoup de gens publiaient des articles et des livres sur les techniques de lavage de cerveau. Ils ont commencé à adopter des méthodes qui avaient été éprouvées dans les camps de prisonniers chinois et nord-coréens. Le comportementalisme consiste à mettre les gens dans des situations contrôlées pour changer leur façon de penser. Imaginons par exemple que vous vouliez arrêter de fumer. Vous mettez un élastique autour de votre poignet et à chaque fois que vous avez envie de fumer, vous le faites claquer pour avoir mal. Vous arrêterez peut-être de fumer. C'est l'essence même du comportementalisme. Il n'y a qu'une seule différence entre lavage de cerveau et comportementalisme. Si on l'utilise dans un camp de prisonniers chinois, c'est du lavage de cerveau. Alors que si on l'utilise dans un centre de désintoxication pour ados, c'est du comportementalisme. Mais c'est la même chose. Synanon nous montre que le pouvoir absolu corrompt absolument. Les membres de Synanon eux-mêmes trouvaient ces cures de désintoxication pour les jeunes excessivement violentes. Plus personne ne pouvait défendre l'organisation. Elle était hors de contrôle. Très vite, elle a commencé à s'effondrer. Les gens ont dû renoncer à Synanon, mais ils n'ont pas renoncé à ses méthodes. Qu'est-ce qu'il y a? T'aurais préféré aller en prison? Pourquoi tu restes planté là comme un bébé sans rien faire? T'es aussi égoïste que moi quand je suis arrivé ici. Tu sais ça? Je suis bien placé pour savoir que ces établissements se propagent comme une maladie. T'es vraiment un gros bébé. À 13 ans, on m'a envoyé en Floride, dans ce qui était alors une petite structure individuelle assez obscure appelée The Seed, la graine. Qui a déjà vendu de la drogue à l'école? J'y ai été retenu prisonnier pendant l'été 1978. Le nouveau venu découvre rapidement que ses problèmes ne sont pas uniques. Sa vie change radicalement. À la fin de cette première journée, je me souviens que des grands m'ont traîné à la cave. Ils n'arrêtaient pas de me dire « Ferme ta
Tais-toi, petit con. Les jeunes d'aujourd'hui n'écoutent plus ni les profs, ni les prêtres, ni les juges, ni les policiers. Mais ils doivent écouter leurs camarades. Il disait, si tu te conduis mal, c'est parce que tu veux aller dans une prison pour mineurs. Tu veux te faire violer. Tu veux te faire... T'es une ta... C'est pour ça que t'es là. C'est devenu une sorte d'expérience sectaire, du style Sa Majesté des Mouches, financée par les plus hautes instances de l'État fédéral.